le village de Colimaçon, quelque part à Kandji, entre les ruelles rouges glissantes et les champs de manioc, vivait un garçon nommé Nola. Il était le premier d'une fratrie de 5 enfants, tous des garçons, tous élevés sous la main ferme de leur père, Baba Tchadé, un homme à la voix grave et au silence tranchant. Chez les Tchadés, on ne pleurait pas, c'était une règle, non écrite mais gravée dans les regards, transmise par des gifles silencieuses, des longues punitions et des proverbes lancés comme des couteaux. Un homme ne verse pas de larmes, il avale la douleur. Voilà ce que répétait Baba Tchadé. Surtout quand l'un de ses fils tombait, se blessait ou osait se plaindre d'un chagrin d'amour. Nola avait appris très tôt à se taire, à ravaler ses peurs, à serrer les dents quand son cœur criait. Il avait vu son grand frère être battu pour avoir pleuré la mort d'un chien. Il avait vu sa mère pleurer en silence dans le noir, pensant que personne ne l'entendait. Il avait grandi dans une maison où les émotions n'étaient pas des compagnons, mais des ennemis. Pourtant, Nola était un enfant sensible. Il aimait dessiner des visages, écouter les oiseaux, inventer des histoires à ses poupées de chiffon qu'il cachait dans une vieille calebasse sous son lit. Mais tout cela, il le gardait secret, car même la douceur était suspecte dans une maison d'hommes. À l'école, il excellait, pas parce qu'il était le plus intelligent, mais parce qu'il ne voulait pas donner une raison à son père de hausser la voix. Il faisait ses devoirs avec rigueur, lisait à haute voix pour sa mère et aidait ses frères en cachette quand ils avaient du mal à retenir les tables de multiplication. Il riait souvent, un rire sec, discret, qui cachait tout ce qu'il n'osait jamais vraiment dire. Ses camarades disaient « Nola, il est toujours calme, rien ne l'énerve, rien ne le touche ». Les maîtres l'aimaient pour sa discipline, les anciens le pointaient du doigt, voilà un enfant bien élevé. Mais personne ne savait que Nola n'avait jamais pleuré. Pas quand il tomba du manguier et se brisa le bras, pas quand son meilleur ami Moussa fut emporté par la rivière en crue, pas quand il entendit une nuit son père dire à sa mère « Ce garçon, il est trop mou, un jour il va déshonorer notre nom ». Nola serrait tout, il stockait tout, empilait tout. Il devenait un château d'émotions mal cimenté, une forteresse de verre. Et un jour, un minuscule caillou allait tout faire s'écrouler. Ce fut un mercredi de juillet, au cœur de la saison des grandes pluies. L'air était lourd, le ciel menaçait depuis l'aube. Même les coqs du forgeron Issa avaient crié plus doucement ce matin-là. À Colimaçon, on disait que quand les coqs de Issa ne chantent pas avec fierté, quelque chose de grave allait se produire. Ce jour-là, Nola rentrait plus tard que d'habitude de l'école. Il avait dû attendre sous le grand manguier que la pluie cesse, coincé entre deux camarades bavards qui s'amusaient à imiter leur professeur. Lui, il gardait ses cahiers bien au sec sous son t-shirt, le regard perdu dans les flaques. Quand il arriva à la maison, le portail était grand ouvert, étrange. La cour d'ordinaire, propre et animée, était silencieuse, inquiétant. En entrant, il vit son grand frère Anan debout près du salon, torse nu, les yeux rouges, le visage fermé comme une porte verrouillée à jamais. Il ne parlait pas, il fixait un point invisible dans le vide. À ses pieds, un seau rempli d'eau rougie. Nola sentit son ventre se serrer. Puis il entendit un cri, pas un cri de douleur, un cri de fin du monde. C'était sa mère. Elle était accroupie dans la chambre, tenant le petit corps inerte de leur petit frère Kémi. Le plus fragile, le plus joyeux, celui qui chantait toujours pendant qu'elle préparait à manger. Kémi était tombé du toit alors qu'il tentait de récupérer un cerf-volant coincé entre les tôles. La chute avait été brutale, la tête avait heurté une pierre et c'était fini, fini. Pas de dernière parole, pas de geste d'adieu, juste un silence, le genre de silence qui mange le cœur. Nola sentit un courant
Des glacés traversaient sa colonne. Il s'approcha, mais ses jambes tremblaient. Il voulut parler, demander, pleurer, mais rien ne sortit. Pas un son, pas une larme. Son visage restait de marbre, même en voyant les larmes inonder celui de sa mère, même quand Baba Tchadé arriva en courant pour s'effondrer comme un enfant sur le corps de son fils. Ce jour-là, il y a eu comme un concert de pleurs dans la maison. Même Baba Tchadé, le grand, le dur, le roc, hurla. Il battit la terre de poing comme s'il voulait remonter le temps. Mais Nola, lui, debout, immobile, enfermé dans une armure invisible, pas une larme, pas un cri, rien, rien du tout. Alors que son petit frère était mort, alors que tout l'appelait à craquer, il ne pleura pas, il ne pouvait pas. Et ce fut là que tout commença à se briser. Les semaines qui suivirent l'enterrement de Kémy furent étranges. La maison des Tchadé, autrefois animée de disputes fraternelles et de coups de balai bruyants, baignait dans un calme pesant. La mère de Nola, habituellement toujours en mouvement, passait ses journées allongée sur le même tapis, les yeux perdus au plafond. Baba Tchadé s'était transformé en un fantôme d'homme. Il rentrait tard, ne mangeait presque pas et ne prononçait plus un mot à ses enfants. Le chagrin avait noyé la maison. Nola, lui, reprit l'école comme si de rien n'était. Il faisait ses devoirs, il saluait poliment, il répondait calmement aux questions du maître. Rien n'avait changé, du moins à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il sentait une chose étrange, comme si un liquide brûlant s'accumulait dans sa poitrine. Chaque nuit, il se couchait avec l'envie de hurler, de pleurer, de cogner dans les murs. Mais tout restait bloqué, rien ne sortait. Il commença à faire des cauchemars, toujours les mêmes. Il rêvait que Kémy l'appelait du haut du toit, tendant la main, puis tombait lentement au ralenti, dans un silence absolu. Nola se réveillait en sursaut, en sueur, le cœur battant, mais sans un mot, sans un cri, sans une larme. Chaque nuit, il vivait la même scène, encore et encore. Et chaque matin, il remettait son uniforme, prenait ses cahiers et jouait le rôle du garçon sans faille comme un parfait acteur. Les choses s'aggravaient quand il commença à perdre le goût des choses. Lui qui aimait dessiner n'avait plus touché un crayon. Il refusait même de jouer au foot avec ses amis. Parfois, en plein cours, il fixait le vide pendant de longues minutes, incapable de suivre les leçons. Son institutrice, Madame Compan, une femme au tamari douce et perspicace, remarqua ce changement et entreprit de comprendre ce qui n'allait pas. Un soir, après les classes, elle demanda à Nola de passer la voir avant de rentrer. Nola, est-ce que tout va bien à la maison? Il hocha la tête sans répondre. Elle le regarda droit dans les yeux, puis posa la main sur son épaule. Tu sais, parfois on croit que se taire, c'est être fort. Mais tu n'as pas apporté tout ça toi seul. Il détourna le regard, il voulait lui dire que ça brûlait à l'intérieur, que son cœur était fatigué, que ses pensées étaient lourdes, mais il ne trouvait pas les mots, il n'en avait jamais appris. On ne l'avait jamais appris à défouiller, à s'ouvrir, à s'extérioriser. Ce même soir, en rentrant, il ouvrit un vieux cahier vide, s'enferma dans sa chambre et essaya d'écrire ce qu'il ressentait. Mais au bout de la troisième phrase, sa main se mit à trembler. Il ferma le cahier, le glissa sous son matelas et alla s'asseoir dehors dans la cour seul, les yeux fixés vers les étoiles qu'il ne voyait même pas. Ce fut ce soir-là qu'il comprit qu'il n'allait pas du tout bien. Et s'il ne faisait rien, quelque chose en lui finirait par se casser définitivement. Les jours passaient. Et Nola devenait de plus en plus silencieux, de plus en plus absent. Il avait cessé de répondre aux questions à la maison. Même ses frères, pourtant peu bavards, s'inquiétaient de le voir si fermé. Il mangeait moins, il ne souriait plus, son regard semblait toujours ailleurs, comme s'il observait un monde invisible que les autres ne voyaient pas.
Sa mère tenta plusieurs fois de lui parler, mais à chaque question, il répondait par des «ça va» mécaniques. Elle, encore affaiblie par la perte de Kémy, n'avait plus l'énergie de creuser. Baba Tchadé, de son côté, recommençait à donner des ordres comme avant, comme si l'autorité pouvait recoller les morceaux brisés d'une maison. Mais c'était trop tard. Nola n'entendait plus ses voix. Il n'entendait que la sienne, celle qui résonnait à l'intérieur, de plus en plus fort, de plus en plus flou. Puis les premiers signes physiques arrivèrent. Un matin, en plein milieu d'un contrôle de mathématiques, il se mit à trembler. Sa main gauche, sans raison, se clipsa. Son souffle se fit court. Il se leva brusquement, le regard paniqué, et sortit de la classe sans permission. Il courut jusqu'aux toilettes, s'y enferma et resta là plus de 20 minutes, assis sur les carrelages, les bras autour des jambes, à trembler sans comprendre ce qui lui arrivait. Ce fut la première crise. Il ne savait pas ce que c'était. Il n'avait jamais entendu parler de ça, de ces mots-là. Dépression, anxiété, traumatisme. Ces mots-là n'existaient pas dans son entourage. Chez lui, on parlait de paresse, de fatigue, de crise d'adolescence, de caprice. Alors, il se força à sourire le lendemain. Il reprit sa place, commença à faire semblant. Mais la deuxième crise arriva, puis une troisième, et chaque fois son cœur battait si vite qu'il croyait mourir. Chaque fois, il sentait une boule dans sa gorge qu'il n'arrivait pas à avaler. À la maison, on ne voyait rien. Nola était toujours calme, poli, docile, mais dans sa chambre, chaque nuit, il s'allongeait, les yeux grands ouverts, incapable de dormir, hanté par des pensées noires. Il pensait plus à Kémy, avec tristesse, avec culpabilité. Il se demandait pourquoi lui était encore là, pourquoi il n'avait rien fait, pourquoi il n'avait pas pleuré. Comme si, en ne pleurant pas, il avait trahi son frère. Le dimanche soir de cette même semaine, il se leva, descendit en silence jusqu'au salon et s'assit sur le fauteuil de son père. Il fixa la photo de famille accrochée au mur, celle où Kémy riait à pleines dents et murmura « Je suis désolé ». Et là, il sentit quelque chose monter, pas une lame, pas encore, mais un frisson, une secousse intérieure. Il ne savait pas encore que cette nuit serait celle du basculement, celle où les murs qu'il avait bâtis allaient commencer à craquer. Le lundi, tout semblait normal. Nola s'était levé tôt, rangea ses cahiers, ses stylos, son livre de civisme dans son sac, salua sa mère qui vanait du maïs, puis partit à pied vers l'école. Le ciel était gris, lourd, presque oppressant, mais il marchait d'un pas tranquille comme toujours. À première vue, rien n'avait changé, pourtant quelque chose avait cédé pendant la nuit, et cette chose allait bientôt exploser. En classe, l'ambiance était tendue. Le professeur d'histoire, un homme strict mais juste, corrigeait des copies bruyamment, jetant des commentaires secs à qui voulait l'entendre. Quand vint le tour de Nola, il fronça les sourcils. C'est quoi ça? Une rédaction sans vie, sans réflexion, ce n'est pas digne de toi. Puis, devant toute la classe, il posa la copie sur la table de Nola et ajouta « Tu n'as rien écrit, on dirait que tu n'es plus là, Nola. Tu veux qu'on en parle ou tu veux juste continuer à te cacher ?» Ce fut une phrase de trop. Nola resta figé pendant quelques secondes, puis, sans prévenir, il se leva brutalement, repoussa sa chaise et sortit en courant encore une fois. Mais cette fois-ci, il ne s'arrêta pas dans les toilettes. Il courut hors de l'école, traversa les ruelles poussiéreuses du quartier, passa devant la boutique de Maman Clara, le terrain de foot, le vieux fromager au carrefour et continua droit vers chez lui. Il entra en trombe, essoufflé, la chemise trempée de sueur, les yeux rouges. Sa mère affolée le rejoignit aussitôt. « Nola, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, mon fils. » Il ne répondit pas. Il recula.
s'assit par terre, les genoux contre la poitrine, les bras croisés autour de la tête. Sa respiration était saccadée, son visage tendu. Sa mère s'agenouilla doucement à côté de lui, le cœur battant, ne sachant plus quoi faire. Elle voulut poser la main sur son épaule, mais il se redressa d'un coup. « Maman, je n'en peux plus. » La phrase résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. « J'ai mal. » Mais je ne sais pas où, je pense tout le temps, je ne dors plus, j'ai peur maman. Je sais pas pleurer, j'y arrive pas, même pour qu'aimer, même quand j'ai envie. Même quand ça brûle là, ici, il tapa doucement son torse comme pour désigner un feu intérieur. Les larmes n'étaient pas encore là, mais ses yeux brillaient comme jamais. Sa mère le regardait bouleversée. Elle avait élevé ses enfants dans le silence des traditions pendant que les garçons forts étaient ceux qui ne parlaient pas. Non, pensant que les garçons forts étaient ceux qui ne parlaient pas. Mais là, devant elle, son fils s'effondrait. Elle ouvrit les bras et cette fois, Nola se laissa aller. Il ne pleura pas encore, mais il s'autorisa à rester là, blotti contre elle, contre sa mère, sans parler, sans jouer au garçon parfait. Et pour la première fois, il laissa quelqu'un entendre ce qu'il cachait depuis trop longtemps. Le soir venu, Baba Tchadé rentra. Sa femme lui raconta tout calmement, sans colère. Et étonnamment, l'homme ne dit rien. Il entra dans la chambre de son fils, s'assit en face de lui longuement, puis il prit une profonde inspiration. « Moi non plus, je n'ai pas pleuré quand mon frère est mort. » Nola le fixa surpris, son père ne l'avait jamais regardé comme ça. Il poursuivit d'une voix calme, presque fragile. « On m'a appris à être fort, mais j'ai confondu force et fermeture. J'ai enterré trop de choses et j'ai vu ce que ça m'a fait. Je ne veux pas que tu sois comme moi. » Ce fut bref, mais c'était énorme. C'était un pardon, c'était une permission. Et ce soir-là, dans le silence d'une maison blessée, Nola sentit quelque chose bouger au fond de lui, une brèche, une fissure. Il n'avait pas encore pleuré, mais il était prêt. Quelques mois plus tard, Nola n'était plus tout à fait le même. Il n'était pas devenu bavard du jour au lendemain, ni soudainement guéri de tout ce qu'il avait enfoui, mais il avait changé un pas après l'autre. Il avait accepté de parler avec Madame Compan, son institutrice, chaque vendredi soir à la fin des cours. Il avait même écrit une lettre à Moussa, son ami disparu, qu'il avait enterré au pied du grand fromager. Il s'était remis à dessiner doucement des visages, des larmes, des paysages et surtout, il avait pleuré. La première fois, c'était en regardant une vieille photo de Kémy, une seule lame discrète mais refoulée. Elle avait coulé sans prévenir, brisant enfin la digue. Ce jour-là, il avait compris quelque chose de fondamental. Pleurer, ce n'est pas trahir sa force, c'est l'honorer. Autour de lui, les choses avaient commencé à bouger aussi. Sa mère parlait plus avec ses enfants. Baba Tchadé, bien qu'encore maladroit, faisait l'effort d'écouter, de poser des questions, de dire parfois « je ne sais pas où, je suis désolé ». Et ce petit changement suffisait à éclaircir l'air dans la maison. Nola devint malgré lui un exemple à l'école, pas parce qu'il brillait toujours, mais parce qu'un jour, lors d'un exposé, il osa dire à toute la classe « il y a des douleurs qu'on ne peut pas guérir avec le silence. On a le droit d'en parler, même quand on est un garçon, surtout quand on est un garçon. » Cette phrase simple, dite d'une voix calme, changea quelque chose dans la salle. Et c'est cela, ce que Nola avait appris. On lui avait appris à être dur, mais pas à être vrai. On lui avait dit que les garçons ne pleurent pas, mais jamais qu'ils pouvaient mourir de ne pas le faire. Alors, il avait décidé de casser la chaîne, de ne plus transmettre ce poison, de grandir autrement, parce qu'un cœur fermé finit toujours par étouffer celui qui le porte. Et parfois, une seule larme suffit à sauver une vie.